Il y a quelques années, une famille américaine a vécu un blackout total après que son quartier a été balayé par une terrible tempête. Survivaliste, le père de famille a fait son possible pour améliorer les conditions de vie de ses proches. 9 jours durant, il a dû relever de nombreux défis. Découvrez son témoignage. C'était à la mi-juillet il y a quelques années, et il faisait très chaud. Vers 16h30, peu de temps après être rentré du travail, l'alerte météo s'est déclenchée et a annoncé une énorme série d'orages supercellulaires produisant des tornades, de la grêle de la taille d'une balle de tennis, des pluies torrentielles et des vents violents dépassant les 110 km/h. Moins d'une heure plus tard, le monstre a frappé. J'ai crié à ma femme et à ma fille de descendre dans le sous-sol immédiatement. Heureusement, elles m'ont écouté et sont descendues. Je me suis dit, je ne vais pas manquer ça, et je me suis placé près de la fenêtre. Je me tenais là, à regarder les arbres pliés à 90 degrés et à entendre des objets heurter le côté de la maison, quand soudain notre grand trampoline a commencé à se soulever vers le haut. Il s'est soulevé d'1,50 m, 3 mètres, puis 9 mètres, avant de foncer vers moi comme un avion de chasse. J'ai dû me précipiter vers le sous-sol avec ma famille. La tempête a duré peut-être 30 à 45 minutes, durant lesquelles nous avons perdu l'électricité. Pas de problème, je suis un survivaliste. Je suis très bien préparé, me dis-je. Je me suis dirigé vers la pièce d'à côté dans le sous-sol, où j'entrepose lampes de poche, bougies et lanternes à piles parfaitement rangées dans de belles boîtes. Il faisait noir complet. Vu l'intensité de la tempête, je pensais que l'électricité serait coupée au moins jusqu'au lendemain. C'était maintenant le moment de mettre mon plan d'action à exécution. J'ai sorti toutes mes rallonges électriques, des lanternes à piles, etc. J'ai démarré le groupe électrogène du premier coup et j'ai tout alimenté. Le réfrigérateur, le congélateur, la télévision et la box. Le lendemain matin, en sortant par la porte d'entrée, j'ai pu clairement constater les dégâts. Des débris, des branches, des meubles de jardin et plus encore jonchés à le sol, partout. Je me demandais où avait atterri le trampoline. Nous vivions dans un lotissement et avons finalement découvert qu'il se trouvait à 70 mètres de là. Il avait endommagé le mur d'une maison voisine en le percutant. J'avais une longue liste de choses à faire. Je devais appeler au travail et prendre quelques jours de congé, appeler l'assurance, nettoyer tout le désordre, couvrir les trous sur le toit jusqu'à ce que je puisse faire venir un couvreur, etc. Il faisait terriblement chaud dehors pour 7 heures du matin et les températures maximales prévues pour la journée devaient atteindre les 36 degrés Celsius. 80% de notre région n'avait plus d'électricité. Mon instinct me disait que finalement cela allait durer plusieurs jours. J'ai vérifié, il nous restait environ une semaine d'essence pour le groupe électrogène. Malheureusement, je n'imaginais pas encore les difficultés à venir. Plus tard, dans la matinée, nous avons fait un petit tour en centre-ville pour voir ce qui se passait. Absolument tout était fermé. Pas de supermarché, pas de petits commerces, pas de McDonald's et pas de station-service. Il y avait très peu de circulation et tous les feux tricolores étaient éteints. De retour à la maison vers midi, nous sommes entrés dans une véritable serre. Devais-je ouvrir les fenêtres ou garder la maison fermée? J'ai rapidement dû prendre une décision. Il faisait 37 degrés dehors et 32 à l'intérieur, et ça montait encore. J'ai décidé de garder la maison fermée. Même avec quelques ventilateurs qui tournaient à fond directement sur nous, c'était impossible de se reposer. Le deuxième jour a été un long prolongement de la veille. Une chaleur assommante. Pour l'instant, au moins, j'avais tout le confort habituel. Télévision, réfrigérateur, congélateur, lumière, cafetière, etc. Personne d'autre dans le lotissement ne semblait être aussi bien loti. Cette nuit-là, vers 21h, ma femme et moi sommes partis faire un tour en voiture pour voir si quelque chose était ouvert. Tout était encore fermé. En rentrant, j'avais la gorge nouée alors que j'approchais de mon domicile. Tout le quartier était complètement plongé dans le noir, sauf ma maison. C'était comme Noël vu de l'extérieur. Tout le lotissement était complètement silencieux, sauf ma maison, où le bruit assourdissant du groupe électrogène perçait le silence. J'ai réalisé que j'avais une grosse cible dans le dos. Nous sommes rentrés à l'intérieur, avons fermé les rideaux et repositionné les lumières. Il n'y avait pas grand-chose à faire concernant le bruit du générateur. Les journées devenaient de plus en plus chaudes, tout comme l'intérieur de la maison. Je faisais fonctionner le générateur pendant 24 heures à une capacité de 50 à 75% avant que l'huile soit à changer. Vous vous souvenez de cette grande cible dans mon dos? Les voisins de part et d'autre de mon domicile sont venus me voir peu de temps après mon retour du travail et m'ont demandé si j'avais des glaçons et de l'eau en bouteille à partager. En plus de tout le reste, les autorités nous conseillaient de ne pas boire directement l'eau du robinet, mais de la faire bouillir avant. J'ai bien voulu les aider, mais je ne leur ai pas dit que je disposais de pas mal de bouteilles et de bidons d'eau minérale dans mon stock d'urgence. Je n'avais qu'une petite quantité de glaçons, mais j'ai donné ce que j'avais et j'ai rempli de nouveau les bacs.
Je leur ai aussi donné beaucoup d'eau en bouteilles bien fraîches du réfrigérateur. J'ai alors appris que beaucoup de personnes du voisinage parcouraient 80 à 160 km pour se réfugier dans des hôtels climatisés afin d'échapper à la chaleur et dormir. Certains nous demandaient de bien vouloir garder un œil sur leur propriété. La station-service à proximité a obtenu un générateur d'urgence et était ouverte. La mauvaise nouvelle, c'est que nous ne pouvions même pas nous en approcher. La file d'attente de voitures s'étalait sur 2 pâtés de maison et c'était un chaos total. Ils étaient à court de glaçons, de pain, d'eau en bouteille et d'autres produits de base. Seules les espèces étaient acceptées. C'était le 4e jour sans électricité et je n'arrivais pas à y croire. Mais une autre série d'orages violents, de tornades et de grêles se dirigeait à nouveau vers nous. Cette fois, notre région n'a pas été touchée aussi sévèrement que lors du premier passage, mais nous avons quand même subi des dégâts considérables causés par la grêle sur notre toit et nos véhicules. Une grande partie des grêlons était de la taille d'une balle de golf. On aurait dit qu'on avait 5 cm de neige une fois que tout était terminé. Le lendemain, au travail, j'ai appris qu'il y avait encore plus de pannes de courant causées par la dernière vague d'orage, et des centaines de milliers de foyers étaient de nouveau privés d'électricité. Les compagnies d'électricité demandaient le renfort de techniciens venant d'autres États. De plus en plus de voisins du lotissement venaient frapper à ma porte pour demander de l'eau en bouteille et des glaçons. J'utilisais mes 6 bacs à glaçons en plastique en continu. Je ne parvenais pas à les refaire assez rapidement et il ne nous restait que 4 packs d'eau en bouteille. Puis quelque chose de totalement inattendu s'est produit. Les pompiers ont fait du porte-à-porte pour distribuer des prospectus. Je pensais qu'il s'agissait d'une sorte d'avis d'interdiction de brûler ou quelque chose comme ça. Mais quand je l'ai lu, j'ai appris que le système d'égout de la ville et les stations de pompage n'avaient pas de source d'énergie de secours. En résumé, les égouts étaient bloqués et ne pouvaient pas être pompés. Cela risquait de provoquer un engorgement des éviers, des toilettes et une explosion des égouts. Imaginez, ils nous ont alors demandé d'utiliser nos toilettes le moins possible. Le 6e jour, je me suis levé à 5 heures du matin pour me préparer pour le travail. Je me levais plus tôt que d'habitude parce qu'il faisait tellement chaud que je ne pouvais pas dormir profondément. J'ai remarqué que ma famille et moi devenions irritables parce que nous étions épuisés. On pourrait croire qu'avec une température ambiante de 30 degrés à l'intérieur, une douche froide serait agréable. Pas du tout. En économisant l'eau chaude et en prenant des douches rapides le matin, nous avons réussi à tenir 3 jours avec l'eau du cumulus. J'ai décidé de ne pas aller travailler parce qu'il me restait seulement quelques litres d'essence. Quelques entreprises avaient rouvert, mais c'était toujours l'enfer pour entrer dans les 2 stations-service maintenant ouvertes. Avec tous mes bidons d'essence vides, j'ai parcouru une 60aine de kilomètres pour trouver une station-service où il n'y avait pas de file d'attente et je me suis directement rendu à la pompe. J'ai rempli les bidons d'essence et la voiture de diesel. En rentrant chez moi, j'avais vraiment envie d'un bon verre d'eau glacée. Mais ma femme venait de vider tous nos bacs à glaçons pour quelqu'un dans la rue. Elle m'a dit que la femme qui avait demandé les glaçons était presque impolie et a même demandé quand le prochain lot serait prêt. Les gens par ici semblent devenir de plus en plus exigeants au lieu d'être reconnaissants. Les magasins semblent rouvrir petit à petit, mais ils se vident de leurs glaçons et de leur eau dès qu'une livraison arrive. J'ai réalisé que si la situation empirait ou durait beaucoup plus longtemps, des gens autrefois décents pourraient se transformer en bêtes et exiger au lieu de demander. Les 2 jours suivants, il faisait chaud et c'était toujours la routine, usante. J'en étais arrivé à mes 3 dernières bouteilles d'eau. Nous étions tous de mauvaise humeur, fatigués et en attente de retrouver une vie civilisée. J'en avais assez d'écouter les plaintes de tout le monde. J'en avais assez des douches froides, de me raser à l'eau froide, d'amener une lampe dans la salle de bain pour y voir. J'en avais assez d'allumer automatiquement l'interrupteur et de réaliser ensuite qu'il ne fonctionnait pas. J'en avais marre d'être malade et fatigué. J'ai décidé que la toute première chose que je ferais, lorsque les choses reviendraient à la normale, serait d'acheter un climatiseur mobile pour la chambre. La deuxième chose que je ferais, c'est de démissionner et de déménager à la campagne pour être aussi autonome que possible. Le 9e jour, à 19h07, j'étais assis dans mon fauteuil. La sueur dégoulinait de mon front. Les lumières de la maison ont scintillé un instant et j'ai esquissé un léger sourire. Puis, plus rien. Une trentaine de minutes plus tard, les lumières de la maison se sont rallumées. La climatisation s'est mise en marche et nous avons tous applaudi. À 22h, la température à l'intérieur de la maison était redescendue à 25 degrés. Je vous le dis, mes amis, c'était la meilleure nuit de sommeil dont on puisse rêver.